Laurent Berger est avec nous, secrétaire général de la CFDT. Laurent Berger, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir parce que l'actualité nous porte ce matin, si je puis dire. Pourquoi ? Bien parce qu'hier, le Premier ministre réunissait des élus socialistes et une partie de son gouvernement pour parler du pacte de responsabilité, parce que il faut toujours trouver 50 milliards d'euros pour réduire les dépenses de l'État. Où les trouver? Nous n'avons aucune piste pour l'instant, nous ne savons rien. Vous non plus, vous ne savez rien, Laurent Berger. Bien sûr que non. D'abord, les 50 milliards, c'est pas un chiffre, c'est pas notre chiffre. C'est le chiffre qui a été annoncé par le gouvernement. Donc, c'est à lui de dire. Par le président de la République. Par le président de la République. Donc, c'est à lui de dire où est-ce qu'il va être trouvé. Oui. Et pour l'instant, on ne sait pas. Bien. On va y revenir. Laurent Berger. Mais je voudrais que nous commencions sur les taxis. Problème à Paris, à Marseille, dans d'autres villes, avec des chauffeurs de taxi, et je peux les comprendre, qui ont payé parfois des licences chères et qui se retrouvent maintenant face à une concurrence avec un marché qui s'ouvre et qui s'ouvre inéluctablement. Donc il va falloir réunir tout le monde autour d'une table. C'est bien cela ? C'est cela, oui, effectivement, oui. Il faut faire ça. D'un côté, on a une profession ultra réglementée. Oui. Où des fois les conditions sont difficiles d'emploi, parce que il faut il faut faire rentabiliser sa licence qu'on a acheté très cher, et de l'autre côté un système qui est assez déréglementé. Et donc au bout d'un moment, avec des conditions de travail aussi difficiles pour les salariés des VTC. Et donc il faut à un moment donné regrouper tout ça pour discuter et regarder comment faire indemniser les artisans taxis qui ont acheté leur licence. À un moment donné, il va falloir regarder cette histoire d'achat de licence, de profession extrêmement réglementée, de nombre de taxis. On met tout sur la table. Il va falloir sans doute mettre un certain nombre de choses sur la table. Oui. En tout cas, il va falloir du dialogue là. C'est bien le dialogue qui va encore une fois essayer de nous sortir de cette situation. Le dialogue. Je sais que vous prenez le dialogue, hein, Laurent Berger. Vous savez, dans une situation démocratique telle qu'on l'a aujourd'hui, où il est de bon ton de s'affronter les uns contre les autres, de montrer les conflits, de chercher des boucs émissaires, d'être dans le déni. On est dans une France qui est dans le déni. C'est-à-dire qui regarde pas sa réalité en face. On a le sentiment qu'on regarde pas la réalité en face. On a une France qui est consentante au chômage, par exemple. Consentante au chômage. Ça veut dire qu'il y a 3 millions de chômeurs, on fait comme si on l'oubliait, y compris dans les 10 sujets dont on va parler tout à l'heure, par exemple sur le pacte de responsabilité. Et donc on est dans une ambiance, on voit bien avec les manifestations qui ont eu lieu ces dernières semaines, notamment les manifestations des extrêmes il y a quelque temps, qu'on est dans une France qui est tendue. Et il faut pour ça du dialogue. Et oui, le dialogue, c'est la démocratie aussi. Mais dites-moi à propos des manifestations, c'est vrai qu'il y a eu ces manifestations qui se sont succédé de dimanche en dimanche, mais la dernière, ce n'était pas la France extrême, la manif pour tous. Je parlais pas de celle-ci. Bien, celle d'avant, j'ai compris, Laurent Berger. Mais si j'ai bien compris, ces manifestants-là sont plus nombreux dans la rue que les manifestants que vous pourriez mettre dans la rue. Aujourd'hui, la rue ne vous appartient plus, à vous, syndicat. Mais la rue n'a jamais appartenu au syndicat. Mais ceci étant, c'est une expression. L'action syndicale, vous le savez, Monsieur Bourdin, elle ne se résume pas à la rue. L'action syndicale, c'est tous les jours dans les entreprises des syndicalistes qui font le travail de défense des salariés, qui signent des accords de contrat de génération pour l'embauche de jeunes, même s'il n'y en a pas assez, qui font en sorte de signer des accords qui permettent que l'emploi soit maintenu ou soit développé dans les entreprises. Je pense à STX, à Saint-Nazaire, où nous venons de signer un accord de compétitivité. On espère que ça permettra la commande des paquebots. Donc, tous les jours, les syndicalistes font le travail auprès des salariés pour les défendre. Vous êtes, un syndicat dit constructif. C'est comme ça que vous... c'est bien ça, définissez. D'engagement. Pour construire. Pour construire, évidemment. Et non pas pour détruire. Non, mais je crois que personne n'est pour détruire. Mais d'autres syndicats appellent à des manifestations dans la rue. Vous avez entendu, Force ouvrière, la CGT, est-ce que vous vous joignez à ces appels aujourd'hui? Non, pour l'instant, vous l'avez bien vu, on se joint pas à ces appels parce que la raison est simple, c'est que nous essayons de faire en sorte de trouver des résultats. On est dans un monde du travail qui est très perturbé. Il y a un chômage de plus de 3 millions de personnes, 3,3 millions. Qu'on oublie, dites-vous. Oui, qu'on oublie, dont on parle pas assez en tout cas. Il y a des millions de salariés qui sont en sous-emploi. Qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Eh bien, regardons cette réalité-là en face. On a une situation économique très dégradée. Une perte de compétitivité, c'est pas un gros mot pour la CFDT, la compétitivité, une perte de compétitivité. Et donc, regardons comment on donne un peu plus de possibilités de développement économique et social. Comment on investit davantage dans l'avenir, par de l'investissement économique, par de l'investissement social. Alors, pacte de responsabilité. Est-ce que le coût du travail est le problème principal de la compétitivité, franchement?
Non, c'est pas le problème principal, c'est un des problèmes. C'est un des problèmes. C'est un des problèmes, mais il y a aussi la formation, il y a aussi la recherche et l'innovation, il y a aussi l'élévation des gammes. C'est l'un des problèmes. Ça veut dire que le coût du travail est trop élevé en France. Mais d'abord, il faut Je vous pose la question. Est-ce qu'il est trop élevé en France? Quand vous parlez de coût du travail, vous parlez de quoi? Si vous parlez du coût des salaires, non. Si vous parlez du coût du travail, de ce qui pèse sur le travail aujourd'hui, oui, c'est pas un sujet tabou pour la CFDT. Les charges payées par les entreprises sont-elles trop élevées, oui ou non? Dites-moi, quel est votre sentiment? Oui ou non? Il y a trop de choses qui pèsent sur le travail et pas assez sur d'autres revenus. Oui, les charges qui pèsent sur les entreprises. Oui ou non, sont-elles trop élevées? Sur le travail, ils pèsent. Parce que je vous rappelle que quand une entreprise paye, par exemple, les cotisations famille, alors que nous, on pense qu'il faudrait que ce soit les revenus du patrimoine et du capital qui y participent aussi, eh bien, oui, ça pèse sur les entreprises, mais les entreprises, ont trop de charges. Les entreprises, ce n'est pas que les patrons. Et quand ça pèse sur les entreprises, ça pèse indéniablement sur les salariés. Mais ça, j'ai compris. Et donc la CFDT n'est pas en désaccord sur la baisse des cotisations. Oui, je vais y revenir, Laurent Berger. Ça, j'ai compris. Mais je vais y revenir. Je vous repose la question, est-ce que les entreprises en France paient trop de charges? Les entreprises en France n'ont pas assez de marge et il y a trop de choses qui pèsent sur le travail les concernant. Dont les charges. Ben évidemment, dont les cotisations sociales, dont quand les cotisations sociales servent à payer, quand les cotisations sociales, c'est bien, Monsieur Bourdin, quand les cotisations sociales servent à payer des choses qui ne sont pas du domaine du contributif, c'est-à-dire je cotise et je reçois lorsque j'en ai besoin en contrepartie, mais c'est le cas notamment de la famille, c'est le cas aussi de la santé, eh bien, la CFDT pense depuis longtemps que ça pourrait peser sur d'autres sources de revenus, et notamment le capital et le patrimoine. Et ça, qu'un syndicat disent que le capital et le patrimoine devraient payer un peu plus pour la solidarité, c'est pas complètement anachronique non plus. Bien. Alors, la CGT, par la voix de Thierry Lepan, qui était à votre place jeudi dernier ici, parlait de pacte passé par le gouvernement avec le MEDEF. Vous pensez la même chose ou pas? À propos de ce pacte de responsabilité, ce pacte inspiré par le MEDEF est suivi par le gouvernement. Vous êtes d'accord ou pas? Non, moi je suis pas pour dire que quand on demande de passer un pacte avec les entreprises, c'est passé avec le MEDEF. Les entreprises, le monde du travail, ce n'est pas que des patrons. Une entreprise, ce sont aussi des salariés. Alors, est-ce que la question de savoir s'il faut un peu de marge pour les entreprises, c'est nécessaire ou pas? J'ai envie de dire oui, mais je veux savoir, moi, ce qui m'importe. C'est pas de commenter l'actualité ou de commenter les uns et des autres. C'est de dire, ces marges, on les utilise comment? Les entreprises les utilisent comment? Quelles exigences nous avons pour qu'elles investissent, pour qu'elles forment leurs salariés, pour qu'elles revoient leur grille de classification et donc à terme aussi les rémunérations. Alors est-ce que vous avez des réponses? Moi, pour l'instant, je n'en ai pas. Pour l'instant, je n'en ai pas. Le Premier ministre a saisi les syndicats et le patronat en disant discutez entre vous pour savoir quelle contrepartie il pourrait y avoir à ce pacte en termes d'emploi, de qualification, d'apprentissage, d'investissement, etc. Le patronat doit nous réunir, a dit qu'il allait nous proposer une date. Pour l'instant, je n'en ai pas. Moi, je veux qu'on se réunisse rapidement autour de la table pour regarder. C'est-à-dire rapidement? Vous demandez une réunion là, cette semaine. Cette semaine au patronat? Mais bien sûr, parce que le Premier ministre nous a dit que vous avez jusqu'à fin février pour vous mettre d'accord sur quelle contrepartie il y a à ce pacte de responsabilité. D'un côté, une baisse des allègements sur les entreprises, une baisse des cotisations sur les entreprises, et de l'autre côté, des engagements sur l'emploi, sur l'investissement. Je pense que c'est ça ce pacte de responsabilité. Moi, je demande que le patronat s'engage. Est-ce que le patronat est prêt à s'engager? S'il s'engage, très bien. S'il ne s'engage pas, il n'y a pas de baisse des prélèvements obligatoires. Donc il n'y a pas de pacte de responsabilité? Bien sûr, parce que la responsabilité, c'est de l'engagement. C'est certes de la confiance, mais c'est aussi de l'engagement. Donc vous demandez une réunion d'urgence au patronat cette semaine? Et je vais même vous dire, moi je pense qu'il faut réfléchir en termes de trajectoire. Il faut des allègements la première année, un peu d'autres la deuxième année et un peu plus la troisième année. Et en fonction de la tenue des engagements sur l'emploi, sur l'apprentissage, sur les classifications, sur le dialogue social, eh bien, nous verrons si on continue, si ces engagements sont tenus par les entreprises. Si elles ne sont pas tenues, la baisse des prélèvements obligatoires devra stopper. C'est ça la responsabilité. Et il faut que le patronat engage sa responsabilité, tout comme il faut que le gouvernement soit exigeant à l'égard des entreprises. Ça veut dire quoi, exigeant? Fixer des objectifs et éventuellement sanctionner? Ça veut dire fixer des objectifs. Alors moi, je suis pas pour les objectifs chiffrés, macroéconomiques comme certains. Oui. J'ai pas de pix, vous avez pu le voir. Non. Tout simplement parce que c'est pas réaliste. Je suis pour que dans les branches et dans les territoires, mais aussi dans les entreprises, on se fixe par le dialogue social. Oui.
entre les syndicats et l'entreprise, ou entre syndicats et les branches, des objectifs d'embauche de jeunes, des objectifs de maintien de l'emploi, de développement de l'emploi, de développement de l'apprentissage, des objectifs en termes d'investissement économique. Voilà, c'est ça un pays moderne. Dites-moi, il faut que vous alliez vite, parce que ça fait un mois qu'on nous parle déjà de ce pacte de responsabilité. Mais la CFDT est allée très vite, mais c'est bon. La CFDT est allée très vite. Très rapidement, nous avons fait ces propositions. Nous l'avons fait au gouvernement lorsqu'ils nous avons rencontrés dans les réunions prévues pour, et nous l'avons fait auprès du patronat. Maintenant, je crois que j'ai fait preuve de responsabilité en disant voilà aujourd'hui où sont les objectifs et nos exigences. Maintenant, il faut qu'en face, ils fassent preuve de leur responsabilité. Bien. Ce pacte au printemps, c'est trop tard, non? Au printemps, non? Avant. Et le gouvernement nous parle du printemps. Ou 10 ans, ou 5 ans, selon les sujets qu'on dit toujours c'est trop tard. De toute façon, il n'est jamais trop tard pour commencer à faire quelque chose d'intéressant. Il ne s'est pas rien passé non plus, hein. Oui. Et ces derniers temps, il y a quand même tout un tas d'accords qui permettent aujourd'hui de la formation des salariés, qui permettent le maintien de l'emploi, etc., etc. Bon, plusieurs membres de l'aile gauche du PS, vous les avez entendus comme moi, Laurent Berger, sont opposés à ce pacte, affirment qu'il n'y a pas qu'une seule politique possible. Que leur dites-vous? Je dis que c'est le problème du Parti socialiste. C'est pas mon problème. Oui, d'accord. Non, c'est pas mon problème. Je vous le dis franchement. Aujourd'hui, il y a un pays qui est gouverné par un gouvernement. Il a une majorité. Il gère sa majorité. Moi, je suis là pour défendre les salariés. Vous déplorez Je suis là pour défendre les salariés. Vous déplorez ce comportement, ces positions, ces engagements. Je trouve que c'est confus. Je vais pas vous le cacher. Confusion. Je trouve que c'est confus, le climat est un peu confus. Mais c'est là où il faut faire appel à la responsabilité des uns et des autres. Moi, mon problème, il n'est pas la gestion de la majorité. Ça, je veux même pas en entendre parler. Mon problème, c'est je suis salarié dans une entreprise. Mon entreprise doit bénéficier d'allègements de cotisation. Ça, je le vois comment? Ça se manifeste comment pour moi? Est-ce que je vois plus de salariés embauchés? Est-ce que je vois une organisation du travail plus satisfaisante pour moi? Est-ce que je vois des augmentations de salaire, dans certains cas, dans certaines entreprises, pourquoi pas? Tout peut se discuter. Est-ce que je vois ça? Est-ce que je vois des jeunes qui arrivent en termes d'apprentissage? C'est ça qui m'intéresse. C'est ces marges dégagées par les entreprises, pour les entreprises, elles servent à quoi? Je veux entendre cette réponse de la part des entreprises et donc du gouvernement. La réponse là, dans les jours qui viennent, vous faites quoi? Rien? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah mais moi je l'ai dit aussi très rapidement. S'il n'y a pas d'engagement de la part du patronat, il n'y a pas de pacte qui vaille pour la CFDT. D'accord. L'État doit trouver 50 milliards d'euros pour financer ces baisses de charges. Alors des économies sont annoncées ici ou là. D'abord, est-ce qu'il faut réduire la dépense publique? Je crois que là-dessus, c'est pareil. La CFDT, depuis longtemps, a dit qu'il y avait un problème d'endettement public. Et quand il y a un endettement public, c'est les générations futures qui payent. On gèle l'avancement des fonctionnaires? Hors de question. Hors de question. Je ne sais pas si c'était un ballon d'essai ou une maladresse la semaine dernière, mais il est hors de question. Je vous rappelle que les fonctionnaires, depuis 4 ans, ils ont la valeur du point, c'est-à-dire l'augmentation générale, qui est bloquée. Bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation de la valeur du point depuis 4 ans. Cette situation est intolérable. Je vous rappelle aussi que les 50 milliards, c'est pas un chiffre de la CFDT. Moi, je veux savoir, vous savez, là-dessus, sur ces 50 milliards, président de la République. Sur ces 50 milliards, j'ai une exigence de méthode et d'objectif. L'objectif, c'est, on peut discuter, mais attention, on ne touche pas au pouvoir d'achat des salariés et des fonctionnaires. Et là, aujourd'hui, avec la baisse des avancements qui a été annoncée la semaine dernière, il y aurait une baisse du pouvoir d'achat manifeste pour les fonctionnaires. On ne touche pas un certain nombre de services publics. Parce que vous savez, on dit que les services publics, ça coûte cher. Mais c'est quoi les services publics? C'est de l'éducation, c'est de la sécurité, c'est des hôpitaux, etc., etc. C'est de la solidarité, et dont autant de salariés ont besoin. Et donc, je finis. La troisième exigence, c'est qu'on puisse avoir un dialogue social. Il n'est pas question de laisser quelques-uns discuter de l'avenir de nos services publics et de notre protection sociale, qu'il faut maintenir à un bon niveau, pour avoir une logique arithmétique. Moi, je crois qu'on peut faire mieux sans forcément dépenser plus. Et on peut faire mieux à condition qu'on ait un vrai dialogue social avec les fonctionnaires, avec les usagers. C'est ça le défi sur ces baisses des dépenses publiques. On ne touche pas au nombre de fonctionnaires dans la fonction publique d'État. On ne touche pas au nombre de fonctionnaires dans la fonction territoriale. Vous m'avez pas entendu dire ça. On ne touche pas au nombre de fonctionnaires dans la fonction hospitalière. Vous savez qu'on touche au nombre de fonctionnaires sur ces 3 volets-là depuis des années maintenant. Oui. Vous savez qu'il y a eu la RGPP qui a été un fonctionnement à coup de rabot. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce pays, on ne fait pas les choix. Je vous parlais de déni tout à l'heure. Sur les fonctions, sur la dépense publique, on ne fait pas les choix. On se dit pas c'est quoi le rôle de l'État.
qu'est-ce qu'il doit avoir comme fonction et où est-ce qu'on met les moyens pour assumer ses fonctions. Et comme on fait pas ces choix, depuis des années on fait du rabot. C'était vrai avec la RGPP, c'est un peu le cas avec la MAP, la modernisation de l'action publique aujourd'hui, et alors qu'il faut fonctionner en termes de choix. Et ça, comment le faire autrement que par un vaste débat avec les agents et avec les citoyens. Je n'ai rien contre les fonctionnaires, mais je pose la question parce que c'est au cœur du débat. Est-ce qu'on doit diminuer le nombre de fonctionnaires en France ? Ça dépend dans quel secteur. Mais globalement, dans l'éducation, la démonstration a été faite que c'était une erreur de le faire. Mais globalement, c'est le cas aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il baisse le nombre de fonctionnaires. Bon, Laurent Berger, donc faut pas accélérer cette baisse. Donc on trouve de l'argent où ? Les économies sont faites où ? Mais en fonctionnant autrement. Je veux dire, il y a un tas de doublons qui peuvent exister. Il y a des dépenses de fonctionnement qui parfois peuvent être optimisées. Tout ça, nous, on est d'accord pour le mettre sur la table. Mais où est-ce qu'on le met sur la table ? Pour l'instant, je vois nulle part. C'est-à-dire que c'est pas en se réunissant, pour réduire la dette. Ça sera pas contre les ministres en se réunissant à quelques-uns à l'Élysée. Avancer des solutions, Laurent Berger, pour faire des économies. Mais on est prêt à les avancer, ces solutions. Pour ça, il faut qu'il y ait un lieu où on puisse aller les avancer. Pour l'instant, vous savez, sur le pacte de responsabilité, on a annoncé les 50 milliards. Oui. On n'a jamais été, on a dit des choses sur les exigences, telles que je vous ai rappelé. On n'a jamais été invité à discuter des propositions. Lorsqu'on sera invité, on ira avec des propositions. Ce matin, je change complètement de sujet, je diffusais le témoignage du patron d'une entreprise qui s'appelle Paprec, 4000 salariés, et dans cette entreprise, pour la première fois en France, on a écrit, et les salariés ont adhéré, on a écrit une charte de la laïcité. C'est-à-dire que devoir de neutralité assigné à tous les salariés. Est-ce que vous aimeriez que ça soit généralisé dans toutes les entreprises de France ? C'est un sujet sur lequel on travaille. J'ai trouvé ça intéressant, l'exemple de Paprec. Alors après, je connais pas les détails de l'élaboration de cette charte, mais en tout cas, que la laïcité puisse être présente, respectée dans les entreprises, c'est quelque chose qui nous intéresse. Parce qu'on a augmenté... Neutralité religieuse dans l'entreprise. Oui, neutralité dans le sens où ça ne rentre pas, n'entre pas dans l'espace de celui qui est à côté de soi. C'est ça la laïcité. C'est vous avez la liberté de croire ou ne pas croire, à condition que ça ne rentre pas dans l'espace de l'autre personnel. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une montée dans un certain nombre d'endroits du fait religieux entreprise qui nous a inquiétés. Et donc la laïcité, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Mais c'est pas une laïcité qui exclut. C'est pas une laïcité qui nie. C'est une laïcité qui ouvre. Vous seriez prêt à demander une telle charte pour toutes les entreprises? C'est difficile peut-être, mais... Nous, on a travaillé sur des accords, enfin c'était pas des accords, mais des déclarations communes avec les employeurs d'un certain nombre d'entreprises, sur des règles de bon fonctionnement. On a déjà travaillé ça, c'était vrai à la RATP, c'est vrai dans d'autres entreprises. On a progressé là-dessus, et je pense que c'est par le voie... Vous savez, c'est comme sur le reste. C'est par la voie du dialogue. C'est pas la stigmatisation, c'est pas le rejet. C'est parlons, discutons, dialoguons, regardons les bonnes conditions du vivre ensemble. C'est vrai sur la laïcité d'entreprise, c'est vrai en règle générale dans toute la société. J'ai une dernière question. Arnaud Montebourg, qui intervient beaucoup actuellement, qui a trouvé le responsable de la crise en Europe, l'euro fort. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? De toute façon, là aussi, on peut le dire, mais maintenant il faut agir. Il faut agir au niveau européen. Vous êtes d'accord avec lui? Ou pas? Il y a un sujet. Le problème, c'est que l'euro fort, il est parfois un handicap, parfois une opportunité. Donc, il faut regarder. Ça, remarquez, ça, tout le monde peut le dire. Oui, ça. Oui, mais il faut le regarder en face, ça. Donc, moi, je pense que ça, c'est à traiter au niveau européen. Il y a sans doute un sujet sur l'euro fort, mais de toute façon, c'est pas ici, encore une fois, les petits Français qui allons nous régler tout seul notre problème. Travaillons un peu plus en Europe. C'est vrai sur beaucoup de sujets d'ailleurs. L'Europe est une opportunité, c'est pas un handicap. Merci Laurent Berger. Il est 8h55, RMC et BFM TV. Merci à vous. Merci.